Rejoindre dans votre journal Afrique. Nous sommes ensemble pour 26 minutes avec dans notre deuxième partie une rencontre avec un des piliers de la musique gabonaise. Sa voix est dense, ses textes engagés, ses rythmes à la fois traditionnels et jazzy. Ce soir, nous recevons la chanteuse Annie-Flore Bachililis qui revient avec un nouveau single, Ifumb. La tension à Kinshasa à la veille de la marche des laïcs catholiques. Marche interdite demain. Des centaines de partisans du pouvoir occupent déjà la cathédrale ce soir. Nous serons au téléphone avec Claude Machala, cadre des jeunes leaders du PPRD, parti au pouvoir. En Guinée, l'opposition se prépare à une journée ville morte lundi. Elle conteste toujours la victoire du parti présidentiel aux élections communales. Reportage avec un de leurs candidats déçus dans ce journal. Et puis dans la page sport, nous parlerons du doublé du Wydad Casablanca, vainqueur de la Supercoupe d'Afrique. Et on fera le bilan des athlètes africains aux Jeux Olympiques d'hiver. On sera avec Karim Baldé. Faut-il voir une manœuvre d'intimidation de la part des autorités? En tout cas, depuis cet après-midi, la cathédrale de Kinshasa est envahie par des centaines de militants du parti au pouvoir. Ils disent vouloir assister à la messe de demain et défendre la patrie. Nous sommes en ligne avec Claude Machala, cadre du PPRD, la majorité présidentielle. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors la messe à la cathédrale aura lieu demain matin. Pourquoi êtes-vous venu ce soir pour dormir dans l'église? Écoutez, madame, je crois que les jeunes gens, les jeunes catholiques kabylistes ou les jeunes kabylistes catholiques ont pensé qu'il était de leur droit de pouvoir occuper de meilleures places pour pouvoir effectivement être sûr que l'évangile qui sera dit demain est cadre avec ce que Jésus a eu à nous léguer pour l'amour du prochain, ainsi de suite. C'est ça. Donc, le souci, c'est d'arriver à sauver la maison de Dieu comme le fit autrefois son fils Jésus, qui sauva la maison de son père des mains impures. Alors vous dites être là pour, je cite, défendre la patrie. Par qui et de quelle manière la patrie est-elle mise en danger selon vous? Ça, c'est vous qui le dites. Ici, il est question juste de faire comprendre à M. Mosengo qu'il doit arrêter de jouer aux politiciens déguisés. Il doit être clair. Il doit arrêter de se servir de sa position dans l'Église catholique pour continuer à tromper notre peuple. Le peuple n'est pas à confondre avec les fidèles. Et d'ailleurs, la RDC est un État laïque et Mosengo doit cesser au jour d'aujourd'hui que le calendrier électoral est là, que le chef de l'État a bien dit que le processus était irréversible, que Mosengo cherche, lui et ses amis, et ses complices, les libéraux belges, ainsi de suite, à nous ramener en arrière. Monsieur Machala, combien est-ce que vous êtes actuellement dans la cathédrale de Kinshasa? Je suis juste non loin de là, puisque la police est venue. Elle a essayé de faire le toilettage qu'il fallait, parce qu'il y a eu des loupards et certains délinquants qui font partie du groupe. Vous êtes combien, monsieur Machala? Une centaine, plusieurs centaines? Vous dites, hein? Combien êtes-vous? Plusieurs centaines, on nous a dit combien exactement? Non, c'est des milliers qui étaient venus. Et j'ai même peur que la messe de demain, qu'ils puissent pas avoir assez d'Eucharistie pour pouvoir communier, du moins les catholiques qui seraient dans l'église. En quelques mots, monsieur Machala, nous sommes à la fin de notre entretien. Plusieurs fidèles vous ont vu arriver, les jeunes patriotes, par des bus de la Société publique de transport. Est-ce qu'il s'agit d'une occupation de la cathédrale? Est-ce qu'il s'agit d'une action spontanée ou orchestrée par les autorités? C'est juste une action spontanée. Il y a un ras-le-bol. Nous avons trouvé que la soutane commençait à servir à cacher pas mal de choses. Et maintenant que le pot au rose a été découvert, parce qu'il y a le fameux secrétaire général de l'une des UDPS qui a eu à dire qu'ils étaient dans un deal entre eux et Mosengo, c'est-à-dire 50%, 50%. Alors on s'est dit que tous ces gens qu'on a vus dans nos rues avec des cocktails Molotov n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu, puisque au lieu de chapelet, au lieu d'avoir des croix sur eux, c'est des cocktails Molotov qu'ils ont sur eux. Et voilà qu'il y a même des politiciens véreux, en perte de vitesse, qui viennent, ils essayent de se servir de la foi catholique comme un tremplin pour réaliser leur rêve subversif. Merci à vous, Claude Machala, cadre du PPRD de la majorité présidentielle. Vous étiez avec nous depuis la cathédrale de Kinshasa, en RDC.
Et les citoyens qui se mobilisent demain souhaitent que le chef de l'État déclare publiquement qu'il ne se représentera pas, sachant que son mandat est expiré déjà depuis plus d'1 an. Il s'agit de la 3e marche organisée dans ce but et chaque fois, elles avaient été précédées d'une coupure des réseaux Internet. Alors plusieurs ONG dénoncent une volonté d'isoler le pays et assignent en justice 4 opérateurs téléphoniques. Le récit de Jean-Luc Eguezier. À chaque fois, c'est le même scénario. Une mobilisation de l'opposition en République démocratique du Congo entraîne la coupure d'Internet à la demande du gouvernement, officiellement pour des raisons de sécurité. Apparemment, les autorités ne veulent pas que les réseaux sociaux soient un vecteur de mobilisation. Mais les coupures gênent aussi l'information. Dans les nouveaux médias en ligne comme Times.cd, la difficulté est réelle. L'objectif, c'est d'informer à la minute ou à la seconde qui suivent. Mais là, on ne sait pas le faire parce qu'on est aussi abonné au télécom. Nous sommes bloqués dans ce sens. En général, la coupure d'Internet commence la veille des marches et dure quelques jours. Et c'est toute la vie quotidienne des Congolais qui est impactée, comme les contacts avec la famille ou la poursuite d'études. Je suis souvent en ligne, je télécharge les cours des livres. Et connaissant l'utilité de cet outil Internet, j'aurais vraiment du mal. Mais cette fois, les internautes se rebellent et 8 ONG de défense des droits de l'homme ont décidé d'attaquer en justice les sociétés de télécommunications opérant en RDC. Devant le tribunal de commerce de Lubumbashi, elles veulent obtenir des réparations. Couper Internet est une violation manifeste des droits de l'homme, estime-t-elle. Nous attendons de la justice congolaise d'agir conformément à la Constitution et aux lois de la République, c'est-à-dire constater et dire que ce comportement a réellement préjudicié les utilisateurs. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les ONG prévoient de saisir des instances internationales comme l'OCDE pour violation du droit d'accès. En attendant, dans cette année annoncée comme électorale, les internautes congolais pourraient encore éprouver quelques connexions difficiles. On vous en parlait hier, un double attentat a endeuillé la capitale somalienne Mogadiscio, attaque revendiquée par les Chebabs islamistes. Le bilan est au moins de 45 morts. Les images sont commentées par Antoine Delpierre. C'est le vent dans le ciel crépusculaire de la capitale somalienne. Cet épais nuage de fumée a alerté tous les Mogadisciens. À ce moment-là, près du siège du gouvernement, la voiture piégée d'un kamikaze vient d'exploser. Et des assaillants attaquent à l'arme automatique les militaires chargés de protéger le palais. Mais peu après, une deuxième détonation retentit. Une autre voiture piégée garée devant cet hôtel, situé non loin du palais présidentiel, vient elle aussi d'exploser. Sur place, les secours débordés dénombrent déjà plusieurs morts. Les gens n'arrêtaient pas de nous appeler. On leur disait qu'on était déjà en train de sauver des blessés qui perdaient leur sang. Dans la confusion, un premier bilan des secours fait état de 18 morts. Mais certains Mogadisciens présents sur les lieux ont déjà retrouvé et extrait des décombres plusieurs victimes. Nous avons eu des informations par la famille de son ami, nous apprenant qu'ils étaient tous les deux morts. Mais ils n'ont pas reconnu ma fille. Nous sommes alors allés à l'hôpital et nous y avons trouvé son corps. À l'hôpital, le balai des ambulances a duré toute la nuit. Et le dernier bilan, toujours provisoire, s'est alourdi à 45 morts. Selon un officier de sécurité, 5 des terroristes ont été tués par les forces de l'ordre. Des islamistes des Chebabs, ce groupe lié au réseau Al-Qaïda et qui a revendiqué cette double attaque. Déjà soupçonné d'un autre attentat en octobre dernier qui avait coûté la vie à plus de 500 personnes, la milice djihadiste tente toujours de renverser le gouvernement somalien. Chassés de Mogadiscio en août 2011, les Chebabs ont perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, toujours aussi sanglants. Le dialogue entre l'opposition et le pouvoir est à nouveau suspendu au Togo. Il avait repris hier en présence du président ghanéen, facilitateur de la crise. Après avoir discuté pendant plusieurs heures, notamment de la Constitution, eh bien les deux parties ont décidé de marquer une nouvelle pause. Ce dialogue devrait reprendre normalement dans 2 semaines. John Frundi avait annoncé hier qu'il passait le flambeau à ses jeunes cadets. Eh bien, voici son successeur. Il s'appelle Joshua Ozi, 49 ans, désigné aujourd'hui pour être le candidat du Front social-démocratique à la présidentielle camerounaise cette année. Cet homme d'affaires issu de la zone anglophone est parfaitement bilingue, croit en ses chances de remporter l'élection. On l'écoute. Très attention, il faut savoir que nous allons
En Guinée, l'opposition vient de décréter une journée ville morte pour lundi. Elle conteste le résultat des élections communales du 4 février. Le parti du président Alpha Condé a été donné vainqueur. Notre correspondante sur place a suivi un des candidats déçus qui lui a confié la difficulté de renouveler la politique dans son pays. Reportage d'Atouma Diarra avec Antoine Delpierre. C'est parce que les jeunes entre eux, ils ne sont pas en relation. Des jeunes désunis et donc trop peu représentés. C'est le credo de Gaston Tamba Milimono, 36 ans et tête de liste pour le bloc libéral. Il n'a pas réussi à l'emporter dans la commune de Ratoma. Mais qu'à cela ne tienne, son objectif désormais c'est d'occuper le terrain, être le relais de la jeunesse et convaincre ces déçus par le résultat des élections et qui se sentent trop peu écoutés. Moi je suis pas étudiant, je suis pas diplômé, mais j'ai des projets en tête. Mais vu les problèmes de la Guinée, il n'y a pas où exposer les problèmes, où exposer nos idées que nous avons en tête pour pouvoir avancer le pays. Et visiblement, ce jour-là, Gaston a trouvé son public. Quiconque viendra, moi, me voir pour parler de la jeunesse, pour parler du progrès de la jeunesse et décidons que la jeunesse maintenant guinéenne décide à sa place, je serai toujours partant. Malgré sa licence en droit, ses 6 années d'études en Malaisie, à son retour à Conakry, Gaston s'est lui-même retrouvé confronté aux difficultés d'être jeune dans l'arène politique. Et les jeunes, nous sommes 70% de la population guinéenne. On nous accuse de ne pas être expérimentés, mais moi je me suis chaque fois demandé, pouvons-nous avoir l'expérience si on ne débute pas? C'est pour ça qu'il s'est lancé en politique et à l'heure du bilan, alors que sa liste n'a obtenu que 1604 voix sur 168 000, sa motivation reste intacte. Le nombre de personnes qui ont déjà investi notre confiance à nous sera notre porte pour récupérer tous les autres de la commune, mais plus loin de toute la capitale et le reste de tout le pays. Mais encore faudra-t-il convaincre les Guinéens d'aller voter. Pour ces communales, l'abstention devrait avoisiner les 60%. On passe maintenant à la page des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique, bonsoir. Alors, l'événement football du week-end, c'était la Super Coupe d'Afrique qui opposait le vainqueur des 2 compétitions continentales. Exactement, le Wydad Casablanca tient son rang, déjà titré en Ligue des Champions en novembre dernier. Le WAC réalise un doublé historique. Victoire 1-0 face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Dans un complexe Mohamed V acquis à leur cause, les Rouges et Blancs manquent d'abord un penalty en début de seconde période. Mais le gardien des Corbeaux, Sylvain Gbouo, est impuissant sur ce superbe coup franc d'Amine Tigazoui, 6 minutes avant la fin. Après 2 échecs, le club marocain remporte sa toute première Supercoupe. Oui, au-delà du résultat, il y avait un autre élément qui était scruté de près pendant ce match. C'était le début de l'arbitrage vidéo en Afrique. Déjà testé en Europe, déjà testé dans les Coupes du Monde des jeunes. La Confédération africaine s'y met également. Vous allez voir tout de suite les images des tests techniques effectués avant la rencontre. Je vous rappelle le principe. 3 arbitres placés dans un car rempli d'écrans peuvent interpeller l'arbitre central dans certaines situations litigieuses. Cet après-midi, l'arbitre zambien de la Supercoupe a eu recours à l'assistance vidéo pour refuser un penalty au Wydad Casablanca après l'avoir accordé dans un premier temps. Bon allez, on change de décor Karim, on va partir en Corée du Sud pour les JO d'hiver, donc c'est demain à la fin et c'est l'heure du bilan déjà pour les athlètes africains. Et vous allez nous parler des célèbres Sista Rockets, on s'y est attaché. Exactement, on vous les avait présentés ici même dans ce journal Afrique. Sheon Adigan, Ngozi Onuomere et Akuoma Omeoga formaient la toute première équipe nigériane de bobsleigh. Ces 3 anciennes sprinteuses terminent à la 19e place, mais l'essentiel est ailleurs. Elles espèrent voir d'autres athlètes dans ce genre de discipline à l'avenir. Le président du comité national olympique promet une plus grande délégation dans 4 ans à Pékin. Oui, et puis il y a d'autres athlètes aussi qui ont porté haut les couleurs de leur pays. Lesquels? Honneur à la Benjamine, Miatiliana Claire, 16 ans seulement, née à Madagascar, adoptée par une famille savoyarde quand elle était bébé. L'adolescente termine le slalom de ski alpin à une honorable 47e place sur 76 participantes. Et enfin, un mot d'Adam Lahamedi, il avait déjà marqué l'histoire en 2012 en remportant les Jeux Olympiques de la jeunesse. À Pyeongchang, le Canado-Marocain se classe 53e du géant, toujours en ski alpin. Alors au total, il y avait 8 pays du continent qui étaient représentés en Corée, mais pas l'Algérie. On peut skier pourtant en Algérie, Karim. Et oui, pourtant on le peut, une fois franchi les routes sinueuses quand même. Les fondus de neige trouvent leur bonheur à Shreya. Une station située à 70 km au sud de la capitale, très prisée mais vétuste, à tel point que développer le ski de haut niveau demeure impossible. On va regarder ça en images, on va se quitter sur ce reportage. Je vous dis à demain Karim, vous revenez demain pour une page des sports. On regarde le ski en Algérie.
Sur l'unique piste de cette station, il reste peu de place pour les skieurs. Mais quelques intrépides s'essayent tout de même à ce sport, rare en Algérie, et parfois un peu acrobatique. Le ski, c'est un sport qui est onéreux, qui demande du matériel, chose qu'on ne maîtrise pas en Algérie. Et vu la situation, les seules stations qu'on a, les remontées mécaniques sont en panne depuis 25 ans. Pour ceux que cela ne décourage pas, il n'est pas toujours évident de trouver un moniteur pour progresser. La Fédération de ski et des sports de montagne, créée à l'indépendance de l'Algérie, compte 1500 licenciés dans un pays de 40 millions d'habitants. Ici, le ski, c'est un passe-temps, alors que dans les autres pays, ce sport a de l'importance. Nous, en Algérie, on ne valorise que le foot. L'Algérie a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques d'hiver en 1992. Au total, en 26 ans, 7 athlètes ont représenté le pays à cette compétition. C'est la fin de la première partie du Journal Afrique. À présent, place au MAG. Et à notre invité musique, ce soir, nous recevons Annie-Flore Bachelilis. Elle est un des piliers de la musique gabonaise. Sa voix est dense, ses textes engagés et ses chants traditionnels savamment mélangés avec des rythmes jazz. Ce soir, nous sommes avec la chanteuse gabonaise Annie-Flore Bachelilis. Bonsoir. Mbolo. Mbolo, je suis ravie de vous recevoir. Je suis très heureuse de vous voir concrètement. Alors, vous revenez avec un nouveau single qui est intitulé Ifumb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ifumb veut dire la famille. La famille, en langue Pounou, du Gabon. Du Gabon. Alors, et on trouve aussi les Pounous au Congo. Et on trouve aussi les Pounous du Congo qu'on appelle les Vili. Alors c'est un single Ifumb dans lequel il y a 3 titres, notamment Une seconde mère d'une mère, et qu'on va écouter tout de suite. On écoute. Une seconde mère d'une mère partie tôt. Nabutiani ni mawelwe lui noir d'avoir aimé autant en m'oubliant. J'ai nié mon moi, ma foi, ma triste pour les merveilles de ce monde unissant. Une seconde mère d'une mère, c'est la bande originale d'un film qui sort le 5 mars. Je crois on va citer le réalisateur, le réalisateur gabonais Fernand Lepoko, son film Lepoko, son film Matrice qui sort le 5 mars. Que raconte l'histoire? Alors, l'histoire du film, c'est une orpheline qui épouse un homme, et cet homme devient odieux du fait de vouloir devenir riche très très vite. Il rentre dans des pratiques occultes et qui lui demande des sacrifices, et là il prend toutes les grossesses de la femme, il fait avorter, il prend les fœtus, il en fait ce qu'il lui faut pour qu'il soit puissant, fort, etc. C'est un film qui décrit un peu tout ce qui se passe mal dans l'amour, dans la famille et dans nos pays aujourd'hui. Mais notre collaboration avec Fernand Lepoko est une belle histoire. Le Gabon traversant une période très difficile, et nous les artistes, on a moins de subventions, moins de sponsors. Donc je suis allée le voir, vous avez travaillé ensemble, demander qu'on échange nos compétences. Absolument. Il m'a soutenu pour la sortie de mon album À l'angle de mon être, et en échange il prenait ma musique et je lui ai proposé aussi de faire sa musique, et là c'est le cas. Donc comme il n'a pas assez de moyens dans ma communication, je parle aussi de son film pour continuer à lui donner un coup de pouce, et il est temps que le troc revienne pour que la dignité humaine reste. Alors ce qui est intéressant effectivement dans ce film et dans ce que vous chantez, c'est que vous êtes toujours très inspiré, vous êtes toujours beaucoup inspiré des réalités sociales de votre pays. Et là aujourd'hui vous chantez sur une histoire donc de pratiques occultes, de problèmes dans la famille. C'est votre inspiration, le Gabon, ses réalités, mais aussi l'Afrique? Le Gabon, c'est, je dis dans une des chansons, si tu étais un homme, j'ai la date et la dot du mariage. Le Gabon, c'est comme une batterie pour moi. J'ai besoin de me brancher pour aller ailleurs, Gabon, et donner ma différence. Le Gabon, c'est tout pour moi.
Alors justement, hein, le chant, le Gabon et le Gabon à travers le chant, bah c'est votre espace d'expression, c'est aussi votre chant, C-H-A-M-P. Et c'est d'ailleurs le titre d'une de vos chansons, Le chant c'est mon chant, qu'on va écouter tout de suite. Le chant c'est mon chant, je sème la différence. Dans ce chant il y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant c'est mon chant, où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant il y a mes racines, où mes émotions prennent vie. Oh yeah, oh yeah, nous et you and the Lord, and the terre and the Lord, te bababo and the Alors je le disais tout à l'heure, vous chantez en pounou, votre langue du Gabon. Il y a vraiment beaucoup de rythmes traditionnels. D'où vous vient cette volonté vraiment de faire vivre vos racines, de conserver ce patrimoine musical? Alors, quand on regarde le monde, on voit la diversité. Et la diversité, c'est vraiment une chance pour les humains. Et Dieu m'a envoyé sur une partie à Mioma, une partie de cette terre qui est dans le Gabon. Notre village au Gabon. Et c'est disons, ce don-là que je vais amener, donner ce plus que Dieu m'a donné pour les autres. Donc c'est un devoir divin de prendre ce que je suis et d'aller rencontrer les autres tout en recevant, tout en ouvrant mes portes pour que les gens viennent et repartent. Donc pour moi la diversité est une grande chance et amener sa différence c'est un devoir. Vous venez d'une famille de chanteurs également, je crois. Ma grand-mère chantait très très bien au village, c'était vraiment une des voix qui prenait place dans les soirées. C'est auprès d'elle que vous avez appris à chanter? Oh oui, oui. En allant à la plantation, le soir, autour du feu, ou dans la chambre, quand elle nous racontait des histoires, j'ai appris avec elle. Donc le chant fait vraiment partie de votre identité, de vos racines, comme vous le disiez. Alors, vous avez beaucoup évolué et aussi étudié le chant, d'ailleurs, en France, pas seulement au Gabon. D'ailleurs, vous auriez pu avoir une carrière internationale en réalité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait un autre choix? Alors, j'ai eu des grandes propositions, des grandes maisons de disques, mais ils me demandaient de paraître, pas d'être. À l'époque, des chanteuses gabonaises n'étions pas beaucoup à l'international. J'avais vu cette chance-là et de m'oublier à l'entrée de la cour, c'était vraiment dur. C'est-à-dire, on vous demandait de chanter autre chose? Des chansons qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de couleur, qui n'avaient pas de valeur à défendre, ni de village, ni... Et j'ai dit non, parce que j'avais 29 ans, mère de 2 enfants, donc je voulais faire une musique qui me ressemble et qui rassemble le plus grand nombre de personnes. Et surtout une musique qui disons, l'héritage voulu laisser sur cette terre à la génération suivante. Donc j'ai dit non à une musique qui n'a pas de valeur à défendre. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire quand on... Alors justement, vous parlez de transmission, vous avez collaboré avec beaucoup de grands de la musique gabonaise et africaine, hein. Je pense à Pierre Akedengue, à Lokwa Kanza, à Baba Mal. Donc carrière internationale aussi, mais internationale avec des grands artistes africains notamment. À votre tour, vous avez beaucoup reçu, mais à votre tour, vous êtes aussi dans une transmission puisque vous avez créé un festival dans votre village, vous avez créé un label, vous avez créé une école de chant. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui transmettre à la jeune génération? Quel message vous aimeriez faire passer? Déjà de dire, je vais d'abord commencer par dire que c'est grâce à Papa Akedengue si j'ai commencé à chanter au Gabon et ma carrière a eu beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui se sont engagées pour me donner la main pour que j'avance. À mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Mais à mon tour, c'est un devoir de léguer, de témoigner de mon expérience. Maintenant, à la jeune génération, qu'est-ce que je dois dire? De leur dire, soyez vous avec les autres. La différence n'est pas un bémol dans une vie. Au contraire, c'est une force. Que des petits Congolais chantent aux petits Américains une chanson de chez lui, au lieu de copier sa chanson. Le rap, c'est ça. Depuis le village, on a rappé. Donc, aux jeunes générations, ne copiez pas
les autres, donnez aux autres votre différence. Elle sera la seule force que Dieu vous a donnée. Je vais citer quelques noms des piliers de la musique gabonaise. Je pense évidemment à Pierre Akendengue, je pense à Oliver Ngoma qui nous a quittés. Je pense également à Patience Dabani, qui est une des voix fortes de la musique gabonaise. Est-ce que ce sont des artistes dont vous sentez une proximité? Mais nous sommes les enfants de la même mère, le Gabon. Donc oui. Et c'est eux qui restent devant. Donc ce qu'ils ont fait ont de l'influence sur ce que je fais, sur ce que je suis et sur ce que je deviens. Annie-Flore Bachililis, je rappelle que vous êtes en concert à la Boule Noire à Paris le 3 mars. Vous revenez pour un nouveau single, Ifumb. Alors je vous propose de nous dire au revoir et merci en musique et dans votre langue, avec ce titre que vous avez enregistré dans nos studios, Diboti, qui veut dire merci en Pounou, avec Landry Anguélé au clavier. Merci à vous. Et c'est grâce à Amobé, Torpedo, Guy, Alexandre, que je reviens sur scène 10 ans après l'Olympia. Diboti, Annie-Flore Bachililis. C'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez à cette même place Nidia Paliakara. Quant à moi, je vous dis à très vite. À bientôt. Est-ce que oui, Diabio, ce que tu viens de faire pour moi? Est-ce que oui, Diabio, ce que tu viens